Seth Collard plaquait son visage écaillé contre le hublot du vaisseau de la coalition, l'Iron Wing. Les étoiles s'étendaient à l'infini devant lui, mais son esprit n'était pas tourné vers la beauté de l'espace. Ses pensées étaient sombres, concentrées sur l'ennemi qui les attendait quelque part dans le vide noir. Ce guerrier Krax avait connu de nombreuses batailles au cours de sa longue existence. Son peuple était renommé dans toute la galaxie pour sa férocité au combat, ne montrant aucune pitié à ses adversaires. Leurs griffes pouvaient déchirer le métal, et leurs écailles épaisses pouvaient arrêter la plupart des armes. Pourtant, même le puissant Empire Krax avait été contraint de s'allier à cette étrange coalition. L'essaim du vide approchait. Ces créatures dévoraient des mondes entiers, transformant tout ce qu'elles touchaient en d'autres entités d'elles-mêmes. Aucune espèce ne pouvait leur tenir tête seule. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient, à bord d'un vaisseau rempli de monstres venus des quatre coins de la galaxie, tous unis par la peur de quelque chose d'encore pire. Le général Vextar de l'IJG Mani commandait le vaisseau. Cet alien grand à la peau grise possédait 4 bras et des yeux comme des trous noirs. Son peuple était réputé pour sa pensée militaire froide et ses plans de bataille impeccables. À ses côtés se tenait le capitaine Gort des Gorvani. Cette créature massive, semblable à un ours, pouvait écraser une tête d'homme d'une seule main. Son peuple combattait comme des bêtes sauvages, se jetant dans la bataille sans crainte de la mort. Puis il y avait les Veltar. Ces êtres serpentins se déplaçaient dans l'ombre, tuant leurs ennemis avant même que quiconque ne sache qu'ils étaient là. Leur poison pouvait neutraliser un Gorvani en quelques secondes. Ils murmuraient entre eux dans leur langue sifflante, toujours en train de comploter, toujours en train d'observer. Toutes ces espèces s'étaient fait la guerre pendant des centaines d'années. Les Krax avaient incendié des mondes. Les Gorvani avaient dévoré des prisonniers Krak. l'IJG Mani avait asservi des populations entières. Mais maintenant, ils collaboraient, car ils n'avaient pas le choix. Et puis, il y avait les humains. Seth Collard observa, à travers le pont principal du vaisseau, les nouveaux membres de leur coalition. Ils semblaient si faibles comparés aux autres guerriers. Leur peau était douce et rosée, facilement coupée par n'importe quelle lame. Ils n'avaient ni griffes, ni écailles épaisses, ni poison, ni bras supplémentaires. Ils étaient plus petits que les Gorvani, plus faibles que les Krax, et plus lents que les Veltar. Le capitaine Jake Morrison menait le groupe humain. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et aux yeux bleus calmes. Il parlait doucement à ses soldats, ne haussant jamais la voix ni proférant de menaces comme les autres commandants. Son uniforme était simple, comparé aux armures décorées portées par les autres espèces. Le sergent Lisa Chen se tenait à ses côtés, une petite femme aux cheveux noirs attachés. Elle semblait à peine capable de soulever une arme, Krax, et pourtant, elle se tenait avec assurance. Le caporal Danny Rodriguez était encore plus jeune, probablement fraîchement débarqué de leur monde d'origine. Le soldat Kevin Brooks semblait devoir être à l'école, et non en train de se préparer à une guerre galactique. Il y avait aussi le docteur Ryan Foster, leur scientifique, et l'infirmière Amy Watson. Ils semblaient plus intéressés par leur tablette numérique que par l'entraînement aux armes. Le major Tracy Williams et le lieutenant-colonel Pete Sanders complétaient le personnel humain supérieur. Tous avaient l'air ordinaire, insignifiants. Les autres espèces à bord du vaisseau traitaient les humains avec un mépris à peine dissimulé. Les Gorvani plaisantaient sur le fait de les utiliser comme nourriture d'urgence. Les Veltar murmuraient qu'ils seraient les premiers à mourir au combat. Même le peuple de Zed-Kalar les considérait comme un fardeau que la coalition était forcée de supporter, mais quelque chose chez les humains dérangeait Stalar. Ce n'était pas leur faiblesse qui le préoccupait. Des espèces faibles existaient partout dans la galaxie, et la plupart avaient déjà été conquises ou détruites. Ce qui le tourmentait, c'était leur calme apparent. Toutes les autres espèces à bord du vaisseau montraient des signes de stress. Les Gorvani étaient agités, toujours en quête de querelles entre eux. Les Veltar étaient paranoïaques, suspicieux envers tout le monde. Ses propres guerriers Krax aiguisaient leurs griffes et testaient leurs armes constamment. Les humains, eux, attendaient. Ils suivaient les ordres, faisaient leur travail et attendaient. Ils ne semblaient pas craindre l'essaim du vide. Ils ne semblaient pas s'inquiéter de combattre aux côtés de leurs ennemis naturels. Ils agissaient comme si c'était juste un jour de travail comme un autre. Stolar avait combattu de nombreuses espèces différentes au cours de sa vie de guerrier. Il connaissait les signes de la peur, de la colère,
de la soif de sang. Il pouvait évaluer la préparation au combat de n'importe quelle créature en observant ses mouvements, la manière dont elle tenait ses armes, la façon dont elle regardait ses ennemis. Mais les humains ne lui donnaient rien à lire. Ils étaient vierges, neutres, patients. Le capitaine Morrison s'approcha de l'affichage tactique principal où tous les officiers supérieurs se rassemblaient pour le briefing quotidien. Le général Vexar expliquait leur position actuelle et les dernières informations concernant les mouvements de l'essaim du vide. Les créatures avaient été repérées près de plusieurs colonies minières dans les systèmes extérieurs. Bientôt, la flotte de la coalition devrait les engager au combat. Chaque commandant d'espèce parla de sa préparation au combat. Les Gorvani voulaient charger droit sur l'ennemi. Les Veltars préféraient les attaques furtives depuis plusieurs directions. Les Krax suggéraient une force écrasante pour anéantir l'ennemi rapidement. Tous parlaient avec passion, avec colère, avec le feu des guerriers prêts à la bataille. Lorsque vint le tour du capitaine Morrison de parler, il se contenta de hocher la tête et de dire « Nous sommes prêts, général ». C'était tout. Pas de grands discours sur l'honneur ou la victoire. Pas de menaces contre l'ennemi, pas de plan de bataille détaillé ou de demande de position spécifique dans la formation, juste une simple déclaration qu'ils étaient prêts à combattre. Le général Vextar sembla surpris par cette réponse laconique, mais passa à d'autres sujets. La réunion se termina, chaque espèce regagnant ses sections respectives du vaisseau pour se préparer à la bataille à venir. Stalar se retrouva à suivre les humains jusqu'à leur zone. Leur section était plus petite que les autres, reflétant leur statut inférieur au sein de la coalition. Mais elle était impeccablement organisée. Chaque équipement avait sa place. Chaque arme était propre et prête. Chaque soldat savait exactement ce qu'il devait faire. Il les observa vaquer à leurs préparatifs. Il vérifiait leurs armes avec un soin méthodique, mais sans la signification rituelle que les autres espèces accordaient à de telles activités. Ils examinaient leur plan de bataille, mais ne discutaient ni ne débattaient comme le faisaient les autres commandants. Ils mangeaient leur repas, mais ne festoyaient pas et ne se vantaient pas comme les guerriers avant la bataille. Ils agissaient comme si c'était un travail, pas une guerre sainte, pas un combat pour la survie, pas un test d'honneur et de force, juste un travail à accomplir. Cela inquiétait Stolar plus que n'importe quelle menace ou insulte. Les guerriers étaient censés ressentir quelque chose avant la bataille. Peur, colère, excitation, soif de sang, quelque chose qui montrait qu'ils comprenaient ce qui les attendait. Mais ces humains semblaient ne rien ressentir du tout. En retournant dans ses propres sections, Zetalar se demanda si les humains comprenaient réellement ce à quoi ils étaient confrontés. L'essaim du vide n'était pas comme les autres ennemis. C'était l'horreur incarnée, des créatures qui transformaient les êtres vivants en extension de leur esprit collectif. Ils ne montraient aucune pitié, ne ressentaient aucune douleur, et ne s'arrêtaient jamais tant que tout n'était pas consommé. Peut-être les humains étaient-ils simplement trop jeunes en tant qu'espèce pour comprendre un danger réel. Peut-être leur monde d'origine avait-il été trop pacifique et n'avait-il jamais affronté un véritable ennemi auparavant. Peut-être apprendraient-ils rapidement lorsque les combats commenceraient. Mais alors que Zetalar nettoyait ses propres armes et préparait son armure, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il passait à côté de quelque chose d'important concernant ces étranges créatures silencieuses qui se nommaient humains. Les alarmes hurlèrent à 600 heures. Zdalar se roula de sa natte de couchage, tendant déjà la main vers ses armes, avant même d'avoir complètement ouvert les yeux. Autour de lui, d'autres guerriers Krax firent de même, leur entraînement rendant leurs mouvements automatiques. Tout le monde au poste de combat. La voix du général Vexar retentit sur le système de communication du vaisseau. Contact de l'essaim du vide détecté près de la station minière de Kepler. Nous engageons dans 30 minutes. Zdal Kolar attacha son armure de combat. Le poids familier des plaques métalliques se posa sur ses épaules comme un vieil ami. Il vérifia son fusil plasma et s'assura que ses griffes de combat étaient bien aiguisées. Autour de lui, ses camarades guerriers se préparaient avec la même efficacité mortelle qui avait fait la réputation des Krax dans toute la galaxie. Le vaisseau trembla alors que les moteurs les propulsaient vers la zone de bataille. À travers les couloirs, Stolar pouvait entendre les sons d'autres espèces se préparant à la guerre. Les Ganvani chantaient leur chant de mort, des voix graves qui résonnaient dans les halls métalliques. Les Veltars se déplaçaient en silence, mais ils pouvaient sentir leurs phéromones de combat dans l'air. Les troupes Zijemani marchaient en formation parfaite,
leurs bottes créant un rythme comme un battement de cœur mécanique. Et quelque part dans ce chaos, les humains se préparaient aussi. Lorsque Zdolar atteignit son poste de combat, il put voir l'affichage tactique montrant les positions ennemies. L'essaim du vide avait encerclé la station Kepler avec des dizaines de leurs bio-vaisseaux. Les créatures ressemblaient à de massifs insectes croisés avec des vaisseaux de guerre, leurs coques palpitant de vie organique. Les rapports de renseignement indiquaient qu'ils transformaient les travailleurs de la station minière en créatures de l'essaim du vide. La flotte de la coalition se déploya en formation d'attaque. Chaque espèce prit ses positions préférées. Les vaisseaux Gorvani chargèrent droit sur le centre ennemi, leurs équipages rugissant pour la bataille. Les vaisseaux Veltar se faufilèrent sur les côtés, se préparant à frapper les points faibles. Les vaisseaux Krax, y compris l'Iron Wing, formèrent la ligne de bataille principale, et le vaisseau humain, le petit bâtiment qu'ils appelaient la Liberté, prit position près de l'arrière de la formation. Beaucoup de guerriers de la coalition en rirent. Les humains restaient en sécurité pendant que les vrais combattants faisaient le travail. Mais Zdolar remarqua que le capitaine Morrison avait positionné son vaisseau là où il pouvait répondre aux menaces de n'importe quelle direction, non pas en se cachant, mais en observant. La bataille commença lorsque les Gorvani atteignirent la ligne ennemie. Leurs vaisseaux percutèrent les vaisseaux de l'essaim du vide comme des marteaux frappant du verre. Les bio-vaisseaux de la créature se tordaient et se débattaient, tentant d'encercler les vaisseaux Gorvani avec des appendices tentaculaires. Des tirs de plasma et de l'acide organique remplissaient l'espace entre les flottes. Les Veltar frappèrent ensuite, leurs vaisseaux surgissant de derrière des astéroïdes pour attaquer l'essaim du vide sous des angles inattendus. Leurs armes étaient précises, perçant les points faibles de l'ennemi avec une exactitude chirurgicale. Puis les Krax entrèrent dans la bataille. Zdalar ressentit la poussée familière de la joie de la bataille alors que leurs armes ouvraient le feu. Son peuple avait perfectionné l'art de la force écrasante. Leurs canons à plasma pouvaient couper à travers les armures les plus épaisses, et leurs équipes d'abordage étaient légendaires pour leur sauvagerie. Mais l'essaim du vide était différent de tout ennemi qu'ils avaient affronté auparavant. Lorsque les bio-vaisseaux étaient endommagés, ils ne se retiraient pas et n'explosaient pas. Au lieu de cela, ils se séparaient comme des cellules se divisant, créant plus de petits vaisseaux. Lorsque leurs créatures étaient tuées, elles repoussaient simplement à partir des restes. Et tout le temps, elles continuaient d'essayer d'envoyer des équipes d'abordage sur les vaisseaux de la coalition. La bataille se transforma en un cauchemar de combat rapproché lorsque plusieurs pods de l'essaim du vide pénétrèrent la coque de l'Iron Wing. Les créatures à l'intérieur ne ressemblaient à rien de ce que Zdalar avait vécu. Elles avaient trop de dents, trop de griffes, et elles se déplaçaient en parfaite coordination, comme si elles étaient contrôlées par une seule conscience. Zdalar se retrouva à combattre dans le couloir 7 près de la section humaine du vaisseau. Son fusil plasma abattit 3 des créatures, mais d'autres continuaient d'arriver. Leur sang acide rongeait le plancher métallique, et leurs cris semblaient venir de l'intérieur de sa tête. Il rechargeait son arme quand il entendit quelque chose qui n'avait aucun sens au milieu d'une bataille à mort. Des rires. Le soldat de première classe Kevin Brooks riait alors qu'il posait des charges explosives dans le couloir devant. Pas le rire fou de quelqu'un qui avait perdu la tête, mais l'amusement authentique de quelqu'un qui appréciait son travail. « Hey Danny !» Brooks appela le caporal Rodriguez. « Tu te rappelles ce truc qu'on a appris à l'entraînement de base? Celui sur comment retourner les avantages de l'ennemi contre eux. Tu veux dire la partie où le sergent Baker nous a fait mémoriser 50 façons différentes d'utiliser des explosifs improvisés ?» répondit Rodriguez en tirant calmement sur une créature de l'essaim du vide pendant qu'il parlait. « C'est ça. » Zdalar regarda avec étonnement les deux humains travailler ensemble avec une coordination parfaite. Ils ne se contentaient pas de combattre les créatures. Ils les étudiaient. Chaque fois qu'une créature de l'essaim du vide utilisait une tactique, les humains trouvaient un moyen de la contrer. Quand les créatures essayaient de les submerger par le nombre, les humains utilisaient des couloirs étroits pour limiter le nombre d'attaquants simultanés. Quand les créatures utilisaient leur sang acide comme arme, les humains le retournaient contre elles, en les faisant saigner les unes sur les autres. Le sergent Lizachen apparut au coin d'un couloir, portant une arme que Zdor n'avait jamais vue auparavant. Elle tirait une sorte de filet qui enveloppait les créatures de l'essaim du vide et se resserrait jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus bouger. L'idée du médecin Watson,
expliqua Chen quand elle vit son regard surpris. Elle a remarqué que leurs articulations exosquelettiques avaient un point faible spécifique. Ce filet exerce une pression sur tous ces points à la fois. Derrière elle venait le médecin Amy Watson elle-même, mais elle ne se cachait pas en sécurité comme Stallard l'avait attendu. Elle soignait les soldats blessés de la coalition en plein milieu de la zone de combat, ignorant complètement le danger autour d'elle. Lorsqu'elle eut fini avec un guerrier Krax blessé, elle se déplaça pour aider une créature blessée de l'essaim du vide qui était piégée sous des débris. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Zed Collard. « Cette chose est notre ennemi. » Watson leva les yeux vers lui, avec des yeux calmes. « Elle est blessée et piégée. Cela en fait mon patient. » Elle soigna les blessures de la créature avec le même soin qu'elle avait montré aux soldats de la coalition, même si celle-ci avait tenté de tous les tuer quelques minutes auparavant. Lorsqu'elle eut terminé, elle lui injecta calmement quelque chose qui la fit s'endormir. « Sédatif », expliqua-t-elle, « pour étude ultérieure. Nous devons comprendre comment ils fonctionnent si nous voulons les combattre efficacement. » La bataille dans leur section du vaisseau se termina lorsque le major Tracy Williams arriva avec une escouade de soldats humains. Ils avaient développé de nouvelles tactiques pendant les combats, utilisant les propres systèmes du vaisseau contre les envahisseurs. Ils pompaient des sections pleines de gaz que les créatures ne pouvaient pas respirer, changeaient la gravité pour les piéger contre les murs, et utilisaient l'intelligence artificielle pour prédire où les créatures iraient ensuite. Quand ce fut fini, les créatures de l'essaim du vide dans leur zone étaient mortes ou capturées. Les humains avaient subi moins de pertes que toute autre espèce, malgré le fait d'avoir le moins d'avantages naturels pour le combat. Mais ce qui troubla le plus Stallard fut leur comportement après la bataille. Les autres espèces célébraient leur victoire, pleuraient leur mort et se vantaient de leurs actions héroïques. Les Gravani chantaient des chansons sur les guerriers morts glorieusement. Les Veltar honoraient silencieusement ceux qui étaient tombés. Les Kraks aiguisaient leurs griffes et se préparaient pour la prochaine bataille. Les humains faisaient de la paperasse. Ils documentaient tout ce qui s'était passé, analysaient ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné, et commençaient à planifier des améliorations pour la prochaine fois. Le capitaine Morrison traversa leur section du vaisseau, parlant calmement avec chacun de ses soldats de ce qu'ils avaient appris. Le docteur Foster étudiait déjà les créatures capturées de l'essaim du vide, prenant des notes détaillées sur leur biologie et leur comportement. Le lieutenant-colonel Sanders examinait les données tactiques, cherchant des schémas dans la façon dont l'ennemi combattait. Il traitait toute la bataille comme une expérience d'apprentissage, pas comme un combat pour la survie. Alors que Stallard nettoyait ses armes et se préparait à ce qui allait suivre, il se retrouva à penser à ce dont il avait été témoin. Les humains ne s'étaient pas battus comme n'importe quelle espèce guerrière qu'il avait jamais vue. Ils ne montraient aucune colère envers leurs ennemis, aucune joie dans la victoire, aucune peur de la mort. Ils se battaient avec la même efficacité calme qu'ils montraient dans tout le reste. Mais ils avaient été efficaces, plus efficaces que des espèces dotées d'armes naturelles, d'armures épaisses ou de siècles de tradition militaire. Ils s'étaient adaptés à un ennemi complètement inconnu plus rapidement que quiconque. Et ils avaient trouvé des moyens de transformer les forces de l'ennemi en faiblesse. Pour la première fois depuis que les humains avaient rejoint la coalition, Zegalar commença à se demander s'il y avait en eux plus que leur apparence chétive ne le suggérait. Mais il n'était pas sûr de vouloir savoir ce que c'était. 3 semaines après la bataille à la station Kepler, la flotte de la coalition s'était agrandie. D'autres vaisseaux arrivaient quotidiennement, amenant des guerriers de toute la galaxie pour rejoindre la lutte contre l'essaim du vide. Mais à chaque victoire, l'ennemi semblait apprendre et s'adapter aussi rapidement qu'eux. Stallard se tenait dans la salle de briefing principale de l'Iron Wing, observant les commandants seniors discuter de leur prochaine action. Des rapports de renseignements montraient un bastion massif de l'essaim du vide dans le système Centauri. Il était lourdement défendu et entouré de champs d'astéroïdes qui rendraient toute attaque directe coûteuse. Le général Vexar pointa l'affichage tactique avec l'un de ses avant-bras. Nous devons frapper rapidement, avant qu'ils ne puissent renforcer davantage leur défense. Chaque jour que nous attendons, plus de systèmes tombent sous leur expansion. Le capitaine Gort des Gorvani frappa sa main massive sur la table. Mes guerriers sont prêts à mourir pour cette cause. Nous chargeons directement leur point le plus fort et le brisons à main nue si nécessaire. Le commandant Veltar
dont le nom était difficile à prononcer pour les autres espèces, siffla doucement. Une attaque directe et stupide quand la furtivité peut atteindre le même objectif avec moins de perte. Nous nous faufilons devant leurs défenses extérieures et frappons leurs structures de commandement. Le chef de la marine des Cracks, le commandant Teclin, hocha sa tête écailleuse. Une puissance de feu écrasante a toujours été la réponse. Nous amenons nos plus grands vaisseaux et réduisons leurs bastions en poussière. Chaque espèce proposait les mêmes stratégies qu'elle utilisait toujours. Les Gorvani voulaient charger directement l'ennemi. Les Veltar voulaient se faufiler et frapper depuis l'ombre. Les Cracks voulaient utiliser des armes massives pour tout détruire. Le Hégémanie voulait utiliser des formations militaires parfaites et des tactiques supérieures. Tout leur plan était des variations de choses qu'ils avaient déjà essayées. Tous fonctionneraient jusqu'à un certain point, mais coûteraient beaucoup de vie et pourraient ne pas mettre fin complètement à la menace. Le capitaine Morrison avait été assis tranquillement au bout de la table, écoutant le débat. Lorsque les autres commandants eurent fini de présenter leurs idées, le général Vexar se tourna vers lui avec une impatience à peine dissimulée. « Et que suggèrent les humains ?» demanda Vexar. Son ton indiquait clairement qu'il n'attendait rien d'utile. Morrison se leva lentement et marcha vers l'affichage tactique. Il ne regarda pas les autres commandants pendant qu'il parlait. Au lieu de cela, il étudiait les cartes stellaires et les données de renseignement avec la même attention calme qu'il accordait à tout le reste. « Nous n'attaquons pas leur bastion, dit-il calmement. La salle se tut. Le capitaine Gort grogna doucement. « Vous voulez que nous fuyions le combat ?»« Non, répondit Morrison. Nous voulons les faire fuir le combat. » Il toucha l'affichage, soulignant plusieurs points autour du système Centauri. L'essaim du vide fonctionne comme un esprit ruche. Tout ce qu'ils font est coordonné par des nœuds de commandement centraux. Mais ce ne sont pas seulement une force militaire, ce sont un système de conversion. Ils transforment d'autres espèces en plus d'eux-mêmes. Le lieutenant-colonel Pete Sanders s'avança, portant une tablette pleine d'informations. Nous avons étudié les créatures que nous avons capturées à Kepler Station. Le docteur Foster a fait des découvertes intéressantes sur le fonctionnement de leur esprit ruche. Morrison fit un signe de tête à Sanders, qui commença à expliquer ce qu'ils avaient appris. L'essaim du vide ne fait pas que tuer ses ennemis, il les absorbe. Chaque créature qu'ils convertissent devient une partie de leur conscience collective. Pourtant, ce processus exige une consommation colossale d'énergie et de ressources. Alors, le commandement Télon demanda avec impatience. Morrison sourit, pour la première fois depuis que Stgalar l'avait rencontré. Son expression n'était pas agréable. Donc, nous leur donnons quelque chose qui empoisonnera leur conscience collective. Nous les rendons effrayés. Les autres commandants parurent perplexes. La peur n'était pas une émotion qu'ils associaient à l'essaim du vide. Les créatures semblaient n'avoir aucune émotion, hormis la faim et la volonté d'expansion. Le docteur Foster entra dans la salle de débriefing, transportant des échantillons de créatures capturées dans des unités de confinement. Il était suivi par le major Tracy Williams et plusieurs autres officiers humains qui avaient travaillé secrètement sur quelque chose depuis 3 semaines. La peur est un mécanisme de survie, expliqua Foster en installant son équipement. Toute espèce intelligente la développe afin d'éviter le danger. Mais l'essaim du vide a abandonné la peur individuelle lorsqu'il s'est uni à la conscience collective. Cette conscience est censée les protéger de la faiblesse de l'émotion individuelle. Il activa l'une des unités de confinement, montrant une seule créature de l'essaim du vide flottant dans une chambre spécialement conçue. La créature semblait différente de celle qu'ils avaient combattue à la station Kepler. Celle-ci se déplaçait lentement, presque avec hésitation, et ses yeux manifestaient quelque chose qui ressemblait à une pensée individuelle. Nous avons expérimenté des moyens d'isoler des créatures individuelles de la conscience collective, poursuivit Foster. Lorsqu'elles sont coupées de cette conscience, elles se souviennent de ce que c'est que d'être seules, d'avoir peur, d'affronter la mort en tant qu'individu, plutôt que comme faisant partie d'une force imparable. Le major Williams s'avança, l'expression grave. Nous pouvons créer des armes qui perturbent temporairement leur connexion à la conscience collective. Lorsque cela se produit, les créatures individuelles éprouvent la terreur pour la première fois de leur existence. Et quand elles se reconnectent à la conscience collective, elles emportent cette terreur avec elles. Morrison se retourna vers l'écran tactique. Nous n'avons pas besoin de détruire leur forteresse.
Nous avons besoin de faire éprouver la peur à l'ensemble de la conscience collective. Une fois qu'ils auront compris ce que signifie avoir peur, ils commenceront à faire des erreurs. Ils hésiteront, ils reculeront. Les autres commandants le regardèrent en silence. Ce qu'il proposait n'était pas seulement de la guerre. C'était de la torture psychologique à l'échelle d'une espèce entière. Le général Vexar fut le premier à prendre la parole. Ce n'est pas ainsi que les guerriers honorables livrent leur bataille. L'honneur n'a pas d'importance si nous perdons, répondit calmement Morrison. L'essaim du vide ne se bat pas avec honneur. Ils convertissent des populations entières en extension d'eux-mêmes. Ils transforment les parents en armes contre leurs propres enfants. Ils ne montrent aucune pitié, alors nous n'en montrons aucune non plus. Le capitaine Gorth gronda de nouveau. La voix Gorvani est d'affronter nos ennemis avec force et courage, pas avec des ruses et la peur. Morrison le regarda avec ses yeux bleus calmes. La voix Gorvani a bien fonctionné contre d'autres espèces guerrières, mais l'essaim du vide n'est pas une espèce guerrière. Ce sont une force de la nature, comme une peste ou un désastre naturel. On ne combat pas une peste avec du courage, on la combat avec des médicaments, avec la science, avec tous les outils qui fonctionnent. Le commandeur Télon se pencha en avant, son visage écailleux montrant de l'intérêt malgré son scepticisme initial. Comment proposez-vous de livrer ces armes de peur à leur forteresse? Sanders s'avança avec des plans de bataille détaillés. Nous utilisons les avantages naturels des autres espèces comme couverture pour notre véritable objectif. La charge Gorvani crée une diversion. Les unités furtives Veltar livrent nos armes de peur à des points clés. La puissance de feu des Krax maintient leur attention focalisée sur la bataille principale. Pendant ce temps, des spécialistes humains infiltrent leur structure de commandement et commencent le processus de conversion psychologique. Tandis que les humains expliquaient leurs plans en détail, Stgalar se retrouva à la fois impressionné et troublé. La stratégie était brillante, utilisant les forces de chaque espèce tout en dissimulant le véritable objectif de l'attaque. Mais elle était aussi totalement impitoyable. Il prévoyait de rendre folle toute une espèce par la peur. Ce qui le dérangeait le plus, c'était la façon dont les humains en discutaient calmement. Il parlait de torture psychologique de la même manière qu'il parlait de maintenance d'équipement ou de planning de repas. C'était juste un autre problème à résoudre avec les bons outils et méthodes. Le débat dura des heures, mais finalement tous les commandants acceptèrent d'essayer le plan de Morrison. Ils n'avaient pas de meilleures alternatives, et la guerre ne se déroulait pas assez bien pour rejeter toute stratégie qui pourrait fonctionner. Alors que la réunion se terminait, et que les différentes espèces retournaient à leur vaisseau pour se préparer, Stgalar s'attarda dans la salle de débriefing. Il observa les humains ranger leur équipement et leurs données avec la même efficacité méthodique qu'il montrait dans tout le reste. « Capitaine Morrison », l'appela-t-il, alors que le leader humain s'apprêtait à partir. Morrison se retourna pour le regarder avec ses yeux bleus fixes. « Oui, Stgalar. Votre peuple a déjà combattu de telles guerres, n'est-ce pas? Des guerres où vous utilisez l'esprit de l'ennemi contre lui. » Morrison resta silencieux un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était douce, presque triste. « Nous avons combattu de nombreuses guerres, Stgalar. Certaines contre des ennemis qui étaient des monstres. Certaines contre des ennemis qui nous ressemblaient. Nous avons appris il y a longtemps que l'ennemi le plus dangereux est celui qui pense comme vous. Alors, nous avons appris à penser comme nos ennemis, à comprendre ce qu'ils craignent, ce qu'ils valorisent, ce qui les brisera. Et cela ne vous dérange pas? » Morrison regarda l'écran tactique, affichant toujours la forteresse de l'essaim du vide qu'ils allaient bientôt attaquer. « Cela me dérange plus que vous ne le savez. Mais l'alternative, c'est de perdre. Et perdre signifie que chaque espèce de la galaxie fait partie de l'essaim du vide. Alors, nous faisons ce qui doit être fait, et nous emportons le fardeau. » Alors que Morrison quittait la salle de débriefing, Stgalar resta derrière, fixant l'écran tactique et se demandant quels autres prix les humains avaient déjà payés pour leur victoire. La mission de mise en œuvre de la stratégie d'armes de peur humaine commença. 3 jours plus tard, Stgalar se retrouva affecté à l'équipe d'intervention Alpha, dirigée par le major Tracy Williams. L'équipe était un mélange d'espèces soigneusement choisies pour représenter les forces particulières de chaque groupe. Outre Stgalar et le major Williams, l'équipe comprenait l'opérateur Veltar 6, dont les capacités furtives étaient légendaires, et le guerrier Gorvani Tokagrim, dont la force massive pouvait franchir presque toutes les barrières. Le docteur Foster avait également été affecté à l'équipe en tant que spécialiste scientifique.
Leur mission était d'infiltrer l'une des plateformes de défense extérieure de la forteresse de l'Essaim du Vide et de déployer les armes de peur au centre de leur réseau local de conscience collective, tandis que la flotte principale engageait l'ennemi dans une bataille massive. Les équipes d'intervention planteraient leurs armes psychologiques et commenceraient le processus de propagation de la terreur à travers la conscience collective. Le plan exigeait qu'ils soient capturés. C'était la partie qui dérangeait le plus Zdgalar. Le major Williams l'avait expliqué calmement lors de leur briefing de mission. L'Essaim du Vide essaierait de convertir tout prisonnier qu'il prendrait, en les connectant à la conscience collective, afin de voler leurs connaissances et d'ajouter leur singularité biologique à l'ensemble. Mais pendant le processus de conversion, il y aurait un bref moment où le nouvel esprit serait connecté à la ruche, mais pas encore entièrement intégré. C'est alors qu'il frapperait. Le docteur Foster avait développé un appareil qui pouvait être implanté dans leur corps, caché des méthodes de détection de l'essaim du vide. Activé pendant le processus de conversion, il inonderait la connexion à la conscience collective de schémas de peur artificiellement générés, provoquant un effet de cascade qui propagerait la panique à chaque créature connectée. L'appareil exigeait que l'hôte soit conscient et connecté à la conscience collective pour fonctionner, ce qui signifiait qu'il devait se laisser capturer et être partiellement converti avant de pouvoir déployer leur arme. « C'est de la folie !» grogna Tokugrim, alors que leur vaisseau de transport approchait de la plateforme cible. Les guerriers affrontent leurs ennemis. Ils ne se rendent pas à eux. Le major Williams vérifia son équipement une dernière fois. Parfois, la meilleure façon de vaincre un ennemi est de le laisser croire qu'il a gagné. Six siffla doucement en signe d'accord. Les Veltar ont utilisé des tactiques similaires. Paraître faible pour cacher sa vraie force. Mais Zdgalar pouvait voir que cela était différent des tactiques de tromperie normales. Les humains ne faisaient pas seulement semblant d'être faibles. Ils se mettaient délibérément dans la situation la plus dangereuse possible, car c'était là que leur arme serait la plus efficace. Le docteur Foster semblait presque excité par la mission. Nous allons enfin voir comment le processus de conversion de l'essaim du vide fonctionne de l'intérieur. Les données que nous collecterons seront inestimables pour de futures opérations, en supposant que nous survivions. « Oh, nous survivrons », répondit Foster avec une confiance inquiétante. Les implants ont un taux de réussite de 73% dans nos simulations. Ce sont des chances acceptables. Zdgalar regarda le scientifique humain. Vous parlez d'une probabilité de 27% de mort, ou pire, de conversion permanente à l'ennemi. Foster hocha calmement la tête. Oui, mais une probabilité de 73% de porter un coup majeur à la conscience collective de l'essaim du vide. Les avantages l'emportent sur les risques. Leur vaisseau de transport fut détecté par la plateforme de défense de l'essaim du vide, exactement comme prévu. La pilote humaine, la lieutenant Sarah Brooks, fit semblant d'essayer de s'échapper, mais les moteurs du vaisseau avaient été secrètement sabotés pour tomber en panne au bon moment. L'essaim du vide les captura avec des vaisseaux grappins tentaculaires qui traînèrent leur transport dans le quai d'accostage de la plateforme. Ce qui s'ensuivit ne ressemblait à aucune bataille que Zdgalar avait jamais connue. Les créatures de l'essaim du vide n'essayèrent pas de les tuer. Elles essayèrent de les capturer vivants. Cela rendait le combat contre elles presque plus difficile que d'affronter un ennemi qui voulait les détruire. Les créatures utilisaient des armes paralysantes et des filets, cherchant à désactiver plutôt qu'à éliminer l'équipe d'intervention. La résistance dirigée par la Major Williams, conçue pour échouer avec minutie, exigeait une simulation totale d'engagement, alors qu'en réalité, leur capture était le véritable objectif. Il s'agissait d'une mise en scène, où les humains excellaient. Une fois accablés et faits prisonniers, les êtres de l'essaim vide les ont transportés au centre de la plateforme. Là, les chambres de conversion, structures biologiques évoquant des fleurs géantes faites de chair et d'os, attendaient. Chaque membre de l'équipe fut placé dans une chambre distincte, où des vrilles organiques commencèrent à se lier à leur système nerveux. Le processus de conversion était terrifiant. Settar sentait des pensées étrangères envahir son esprit, tentant de supplanter sa conscience individuelle pour l'intégrer au collectif. Mais les scientifiques humains les avaient préparés. Ils connaissaient l'attente et la manière de résister suffisamment longtemps pour que leurs armes soient déployées. À travers la connexion de l'esprit de la ruche, ils percevaient ses coéquipiers subir le même calvaire. Trim combattait cette invasion mentale avec la fureur Gorvani qui lui était propre, sa colère agissant comme un rempart contre la conscience collective. Sisheth utilisait des techniques de discipline mentale pour préserver son identité.
Le docteur Foster, quant à lui, semblait presque fasciné par l'expérience, étudiant le processus de conversion même en étant la victime. Et la Major Williams coordonnait leur contre-attaque via la connexion de l'esprit de la ruche elle-même, un fait qui stupéfiait Z. Kallard. L'officier humain exploitait le réseau de communication de l'ennemi pour donner des ordres à son équipe, ayant appris à penser selon les schémas utilisés par l'essaim vide pour sa conscience collective, ce qui lui permettait d'envoyer des messages que l'esprit de la ruche interprétait comme ses propres pensées. « Déployez les armes maintenant », commanda mentalement Williams à travers la connexion de la ruche. Les implants s'activèrent simultanément chez les 5 membres de l'équipe. Soudain, la conscience collective fut inondée d'une terreur artificielle pure. Non pas la peur normale ressentie par les créatures individuelles, mais une essence concentrée de panique et d'effroi, distillée et transformée en arme par la science humaine. L'effet fut immédiat et dévastateur. Chaque créature de l'essaim vide, connectée au réseau local de l'esprit de la ruche, commença à crier. Non pas les cris de guerre coordonnés qu'elles utilisaient habituellement, mais des voix individuelles exprimant une terreur personnelle pour la première fois de leur existence. À travers la connexion de la ruche, Z. Kohler sentait la panique se propager. Les créatures expérimentaient ce que signifiait être seules, affronter la mort en tant qu'individu plutôt qu'en tant que partie d'un collectif immortel. Elles se souvenaient de ce qu'elles avaient été avant de rejoindre la ruche, et ce souvenir les remplissait d'une peur désespérée. Les chambres de conversion les libérèrent, alors que les systèmes de la plateforme commençaient à défaillir. Les créatures de l'essaim vide couraient dans toutes les directions, n'étant plus coordonnées par leur conscience collective. Certaines tentaient de se cacher, d'autres s'attaquaient mutuellement dans la panique. L'unité parfaite de la ruche fut brisée par la terreur individuelle. Le docteur Foster prenait des notes même en s'échappant des chambres de conversion. « Remarquable », dit-il calmement. « L'effet en cascade est encore plus efficace que nous l'avions prévu. La peur se propage à travers le réseau plus vite que toute pensée cohérente. » La Major Williams planifiait déjà leur extraction. La bataille principale devrait atteindre son apogée maintenant. L'ennemi sera trop confus pour coordonner une défense efficace. Tandis qu'il combattait pour quitter la plateforme, Stolar fut témoin de quelque chose qui le troubla plus que les chambres de conversion de l'essaim vide. Les armes humaines n'étaient pas de simples outils militaires. Elles étaient conçues pour infliger un maximum de dommages psychologiques. Chaque appareil utilisé par le Dr Foster était calculé pour accroître la terreur et la confusion de l'ennemi. Des armes paralysantes qui causaient des hallucinations en plus de la paralysie. Des dispositifs sonores qui émettaient des sons spécifiquement choisis pour déclencher des réponses de panique. Même leur route d'évasion était planifiée pour maximiser l'impact psychologique sur toute créature de l'essaim vide qui en serait témoin. Les humains ne se contentaient pas de gagner la bataille. Ils détruisaient la capacité de l'ennemi à penser rationnellement. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur point d'extraction et furent récupérés par un vaisseau de sauvetage de la coalition, Stolar regarda ses coéquipiers humains avec une nouvelle compréhension. Il s'était délibérément laissé partiellement convertir par l'ennemi afin d'implanter des armes psychologiques dans leur conscience collective. Et il traitait cela comme une autre mission réussie. Le déploiement initial semble réussi. La Major Williams fait rapport au capitaine Morrison via le système de communication. La cascade de peur se propage à travers les réseaux locaux de la ruche. Je recommande des frappes de suivi immédiates tant que la coordination de l'ennemi est perturbée. Le Dr Foster préparait déjà ces données pour l'analyse. Nous devrons étudier les effets à long terme sur leur conscience collective. Cela pourrait être la clé pour mettre fin à la guerre. Alors que leur vaisseau retournait à la flotte principale, Z. Kallard réalisa que les humains n'avaient pas seulement gagné une bataille. Ils avaient introduit un nouveau type de guerre dans la galaxie. Non pas seulement la destruction de corps ou de vaisseaux, mais la destruction de la capacité de l'ennemi à penser et à planifier en tant que force unifiée. C'était brillant d'efficacité. C'était aussi terrifiant à observer. Et Z. Kallard commençait à comprendre que les humains livraient des guerres de ce type depuis très longtemps. La campagne de guerre psychologique humaine dépassa toutes les attentes. Dans les 2 semaines suivant le premier déploiement d'armes de peur, des flottes entières d'essaims vides s'attaquaient mutuellement. L'unité parfaite de leur esprit collectif avait été brisée par l'introduction de la terreur individuelle, et l'effet en cascade continuait de se propager à travers leur réseau. Cependant, la victoire transformait les humains d'une manière qui troublait Zekular plus que l'ennemi ne l'avait jamais fait.
Il le remarqua pour la première fois lors d'une séance d'information de routine à bord du Iron Wing. Les forces de la coalition se préparaient à assaillir une base logistique d'essaims vides, que les renseignements suggéraient essayer de se mettre en quarantaine des parties infectées de leur réseau. Le capitaine Morrison expliquait le plan d'attaque au commandant rassemblé. « L'ennemi tente de créer des poches isolées de sa conscience collective », dit Morrison, pointant l'affichage tactique. « Nous ne pouvons pas leur permettre de se remettre de nos attaques psychologiques. » Chaque groupe isolé qui survit devient une graine potentielle pour la reconstruction de leur esprit de la ruche. Le général Vexar hocha la tête en signe d'approbation. « Alors, nous détruisons ces groupes isolés avant qu'ils ne puissent se propager. »« Pas exactement, » répondit Morrison. « Nous les convertissons. » Le docteur Foster s'avança avec un nouvel appareil qui ressemblait aux armes de peur qu'ils avaient utilisées auparavant, mais plus complexes. Nous avons amélioré notre compréhension du fonctionnement de leur conscience collective. Au lieu de simplement introduire la peur, nous pouvons maintenant programmer des pensées et des comportements spécifiques dans des groupes isolés. Seth Collard sentit un frisson courir le long de son échine écailleuse. « Vous parlez de les contrôler. »« Nous parlons de mettre fin à la guerre, » dit Morrison calmement. « Chaque créature de l'essaim vide que nous convertissons à notre cause est un ennemi de moins que nous devons combattre et un allié de plus dans notre campagne contre les réseaux restants de l'esprit de la ruche. » Le plan qui suivit était méthodique et impitoyable. Des spécialistes humains infiltreraient les groupes isolés de l'essaim vide et utiliseraient leurs armes psychologiques pour reprogrammer les créatures. Au lieu de ressentir la peur, ces créatures converties ressentiraient de la loyauté envers la coalition. Au lieu d'essayer d'étendre l'esprit de la ruche, elles travailleraient à le détruire. La major Tracy Williams avait été promue colonel après le succès des missions d'armes de peur. Elle commandait maintenant une division entière de spécialistes de la guerre psychologique humaine. Quand Stallard la revit, elle était différente, plus mince, plus concentrée, avec des yeux qui semblaient voir à travers les gens plutôt que de les regarder. « L'ennemi a rendu cela personnel quand ils ont essayé de nous convertir », expliqua-t-elle lors d'une conversation privée. « Maintenant, nous leur rendons l'appareil. Chaque créature que nous reprogrammons est une justice pour ce qu'ils ont essayé de nous faire, à nous et à des milliards d'autres êtres innocents. Mais la définition humaine de la justice s'avérait très approfondie. Stallard fut affecté à l'observation d'une de leurs opérations de conversion dans une installation de recherche d'essaims vides capturés. Les humains avaient isolé un groupe de plusieurs centaines de créatures et reprogrammaient systématiquement leur conscience collective. Le docteur Foster travaillait avec le même détachement clinique qu'il avait toujours montré. Mais ses méthodes étaient devenues plus sophistiquées. Il pouvait maintenant cartographier les pensées individuelles au sein de l'esprit de la ruche et les modifier avec une précision chirurgicale. La peur n'était qu'un outil dans son arsenal. Il pouvait aussi implanter la culpabilité, la honte, le désespoir ou toute autre émotion qui servait leurs objectifs stratégiques. La clé est de comprendre ce qu'était chaque créature avant qu'elle ne rejoigne l'esprit de la ruche, expliqua Foster en travaillant. Beaucoup d'entre elles ont été converties contre leur gré à partir d'autres espèces. Au plus profond de leur conscience collective, elles se souviennent de leurs identités originelles. Nous les aidons simplement à se souvenir plus clairement. Seskala regarda Foster activer son appareil sur un groupe de créatures qui avaient initialement été membres des paisibles communautés agricoles andoriennes. Sous l'influence de l'arme psychologique, elles commencèrent à se souvenir de leurs vies antérieures, de leur famille, de leur foyer qui avait été détruit par l'expansion de l'essaim vide. La douleur de ces souvenirs était accablante. Les créatures hurlaient et se tordaient alors que des décennies d'identités individuelles refoulées refaisaient surface. Mais au lieu d'être rendues folles par l'expérience, elles furent remplies d'une haine brûlante pour l'esprit de la ruche qui leur avait volé leur vie. « Parfait », dit Foster, prenant des notes sur sa tablette. « Une rage contrôlée est beaucoup plus utile qu'une peur aléatoire. Ces unités seront très motivées pour détruire d'autres installations d'essaims vides. » Le soldat de première classe, Kevin Brooks, gardait son sens de l'humour, mais ses blagues étaient devenues plus sombres à mesure qu'il préparait des filets de capture pour les créatures converties. Il riait de la facilité avec laquelle il était possible de transformer l'ennemi en son pire cauchemar. « Ils voulaient nous intégrer à leur conscience collective, dit-il. Au lieu de cela, nous les avons intégrés à notre machine de guerre. » La sergente Lisa Chen
avait développé de nouvelles techniques d'interrogatoire, capables d'extraire des informations des prisonniers de l'essaim du vide, sans pour autant les convertir. Elle utilisait une combinaison de pression psychologique et de réponses ciblées à la peur pour briser leur défense mentale. Quand Stolar l'interrogea sur l'éthique de la torture d'êtres sensibles, sa réponse le glaça. « Ils ne sont pas sensibles au sens où nous l'entendons », dit-elle de manière factuelle. Les créatures individuelles de l'essaim du vide s'apparentent davantage à des ordinateurs biologiques, suivant des instructions programmées. Nous ne faisons que les reprogrammer avec de meilleures instructions. L'infirmière Amy Watson continuait de soigner les ennemis blessés aux côtés des alliés, mais sa définition du traitement avait changé. Elle effectuait désormais des évaluations psychologiques sur chaque patient, déterminant ceux qui pouvaient être convertis et ceux qui étaient trop dangereux pour être maintenus en vie. Ces décisions médicales étaient basées sur la valeur stratégique plutôt que sur le serment traditionnel de ne pas nuire. Le plus grand mal serait de permettre à l'essaim du vide de continuer à exister, expliqua-t-elle lorsque Stolar interrogea ces nouvelles méthodes. Chaque créature que nous sauvons devient une arme contre leur espèce. C'est la plus grande guérison que nous puissions apporter dans cette situation. Les créatures converties de l'essaim du vide étaient effectivement des armes efficaces. Elles connaissaient toutes les tactiques de l'ennemi, toutes ses faiblesses, toutes ses installations et ses plans secrets. Plus important encore, elles pouvaient propager les armes psychologiques par contact direct avec d'autres réseaux d'esprits de ruche, créant un effet viral qui détruisait la conscience collective de l'intérieur. Mais les observer en action était troublant. Les créatures converties combattaient avec une fureur désespérée, non pas avec la coordination sereine qu'elles avaient montrée en tant que partie de l'esprit de ruche originel. Elles semblaient prendre plaisir à infliger de la douleur à leurs anciens alliés, se vengeant de leurs identités individuelles perdues. Les humains encourageaient ce comportement, utilisant la colère des créatures converties comme outil de motivation. Le lieutenant-colonel Pete Sanders était devenu l'expert de la coalition sur l'utilisation des créatures converties comme atout de renseignement. Ces méthodes pour extraire des informations de l'ennemi étaient extrêmement efficaces, mais elles impliquaient des techniques de torture psychologique qui auraient été considérées comme des crimes de guerre si elles avaient été utilisées contre toute autre espèce. L'essaim du vide ne reconnaît pas le concept de crime de guerre, expliqua Sanders, lorsque Stolar exprima ses préoccupations. Ils ont violé tous les principes de la guerre civilisée en convertissant des populations entières contre leur volonté. Nous ne faisons qu'utiliser leurs propres méthodes contre eux. Le capitaine Morrison, désormais promu amiral, coordonnait toute la campagne de guerre psychologique depuis la passerelle de l'Iron Wing. Il disposait de cartes montrant la propagation des créatures converties à travers les réseaux restants de l'essaim du vide, traquant l'effondrement de leur conscience collective comme une maladie se propageant dans un corps. « Nous sommes en train de gagner », déclara Morrison au chef de la coalition réunie lors d'une réunion stratégique. Dans les 6 mois, il n'y aura plus de conscience collective unifiée de l'essaim du vide dans cette galaxie. Les créatures restantes seront soit converties à notre cause, soit isolées en petits groupes ne constituant aucune menace pour personne. Le général Vexta regarda les affichages tactiques montrant l'étendue des opérations de guerre psychologique humaine. « Vos méthodes sont très efficaces, amiral. Mais je dois demander, qu'adviendra-t-il de vos spécialistes lorsque la guerre sera terminée? Pourront-ils reprendre des activités pacifiques après avoir passé des années à perfectionner des techniques de manipulation psychologique et de conversion ?» Morrison resta silencieux un long moment. Quand il répondit enfin, sa voix portait un poids qui n'était pas là quand Stolar l'avait rencontré pour la première fois. « C'est un problème que nous réglerons le moment venu, général. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la fin de cette guerre avant que l'essaim du vide ne puisse s'adapter à nos méthodes. » Alors que la réunion se terminait et que les différents commandants reprenaient leurs fonctions, Stolar se demanda si la coalition menait toujours la même guerre qu'elle avait commencée. Les humains avaient transformé le conflit en quelque chose qui dépassait la simple guerre. C'était devenu une campagne visant à réécrire la nature fondamentale de toute une espèce, et les humains eux-mêmes étaient réécrits dans le processus. Ils étaient toujours efficaces, toujours intelligents, toujours capables de miséricorde, lorsque cela servait leurs objectifs stratégiques. Mais ils étaient devenus quelque chose de différent des gens calmes et sans histoire, qui avaient initialement rejoint la coalition. Ils étaient devenus très doués pour être des monstres quand des monstres étaient nécessaires. La bataille finale contre l'essaim du vide eut lieu dans leur système d'origine, au cœur de la galaxie,
là où peu d'autres espèces s'étaient aventurées. L'espace autour de leur planète pulsait d'énergie organique et des biovaisseaux de la taille de l'une défendaient ce qui restait de leur esprit de ruche centrale. Seth Gallard se tenait sur la passerelle de l'Iron Wing, observant les affichages tactiques alors que la flotte de la Coalition se préparait à ce que l'amiral Morrison avait promis être le dernier engagement majeur de la guerre. La campagne de guerre psychologique humaine avait été d'une efficacité dévastatrice. La majeure partie de la conscience collective de l'essaim du vide avait été soit détruite, soit convertie pour combattre aux côtés de la Coalition. Mais ce qui restait était le noyau originel de leur espèce, les créatures anciennes qui avaient créé l'esprit de ruche il y a des milliards d'années. Ces êtres étaient trop vieux et trop profondément intégrés dans leur conscience collective pour être convertis par les armes psychologiques humaines. Ils devraient être complètement détruits. Analyse finale de la cible terminée, rapporta la colonelle Tracy Williams depuis son poste à la station de guerre psychologique. Son apparence avait radicalement changé au cours des mois de guerre. Elle était mince au point de paraître squelettique, et ses yeux avaient développé un regard lointain constant, comme si elle était toujours partiellement connectée aux pensées de l'ennemi. La conscience centrale est composée d'environ 50 000 entités originales de l'essaim du vide, continua-t-elle. Elles se sont complètement isolées des réseaux infectés et fonctionnent uniquement sur des protocoles pré-conversion. Les armes psychologiques standards ne seront pas efficaces. L'amiral Morrison hocha calmement la tête. Il avait également changé pendant la guerre, devenant plus concentré et précis dans ses mouvements et son discours. Alors nous utilisons l'option finale. Le docteur Foster s'avança, portant un appareil plus grand et plus complexe que n'importe laquelle de ses précédentes armes psychologiques. Le protocole d'extinction est prêt à être déployé, annonça-t-il. Mais je dois rappeler à tous que cette arme ne peut pas être contrôlée une fois activée. Elle détruira toute trace de conscience collective dans la zone cible. Le protocole d'extinction était l'expression ultime de la guerre psychologique humaine. Au lieu de convertir ou de reprogrammer l'ennemi, il détruisait complètement sa capacité à maintenir toute forme de conscience partagée. Les créatures individuelles prises dans son effet seraient réduites à une intelligence animale primitive, incapable de pensée complexe ou de coopération. Stolar avait lu les spécifications techniques, et elle l'avait horrifié. L'arme ne se contenterait pas de tuer l'essaim du vide, elle les réduirait à un état pire que la mort, leur arrachant tout ce qui en faisait des êtres sensibles. « Sommes-nous certains que cela est nécessaire ?» demanda le général Vexa. « Peut-être pourrions-nous tenter une dernière opération de conversion. » Morrison secoua la tête. La conscience centrale est trop ancienne et trop stable. Ils ont eu des milliards d'années pour perfectionner leur schéma de pensée collective. La conversion prendrait des décennies, et nous n'avons pas ce genre de temps. Chaque jour que nous tardons, ils travaillent à des défenses contre nos armes psychologiques. Le lieutenant-colonel Pete Sanders présenta les derniers rapports de renseignement. Ils ont déjà développé une immunité partielle aux attaques basées sur la peur. D'ici un an, ils seront probablement capables de protéger toute leur espèce de nos méthodes de conversion. C'est notre seule chance de mettre fin à la guerre définitivement. La bataille commença par un assaut coordonné de toutes les forces de la coalition. Les Gorvani chargèrent directement les défenses les plus solides de l'ennemi, leurs guerriers chantant des chants de mort qui résonnaient dans l'espace. Les Veltar utilisèrent leur capacité de furtivité pour frapper les nœuds de communication à travers le système. Les Krax firent peser leurs armes les plus puissantes sur les massifs biovaisseaux protégeant le monde d'origine. Mais la véritable attaque se déroulait à un niveau que la plupart des forces de la coalition ne pouvaient pas voir. Les spécialistes de la guerre psychologique humaine, menés par le major Danny Rodriguez et le sergent Kevin Brooks, infiltraient les couches externes de la conscience centrale, préparant le terrain pour le protocole d'extinction. Slar observa la bataille à travers les écrans visuels et les moniteurs de guerre psychologique que les humains avaient installés à bord du vaisseau. Sur les écrans tactiques ordinaires, cela ressemblait à une bataille spatiale conventionnelle. Des vaisseaux échangeant des tirs, des chasseurs engagés dans des combats aériens, des équipes d'abordage assaillant les vaisseaux ennemis. Sur les affichages de guerre psychologique, cela ressemblait à un cauchemar. Les spécialistes humains se déplaçaient à travers la conscience collective de l'essaim du vide comme un virus, détruisant des schémas de pensée et coupant les connexions entre les esprits individuels. Les créatures anciennes ripostaient avec des défenses mentales affinées au cours de périodes géologiques. Mais les humains s'adaptaient plus vite que l'ennemi ne pouvait réagir.
Le docteur Foster coordonnait l'assaut psychologique depuis son poste au centre de contrôle. Ses méthodes avaient dépassé de loin les simples armes de peur. Il possédait désormais des dispositifs capables de réécrire la mémoire, d'altérer la perception et de détruire les fonctions cognitives fondamentales qui permettent la pensée consciente. Lancement de la séquence de déploiement finale, annonça Foster. Tout le personnel doit se préparer à l'activation du protocole d'extinction. L'appareil qu'il activa était différent de tout ce que Stolar avait vu pendant la guerre. Au lieu de cibler des pensées ou des émotions spécifiques, il attaquait les structures fondamentales qui permettaient aux esprits de se connecter et de partager des informations. L'effet se répandit à travers la conscience collective de l'essaim du vide, comme de l'acide à travers des tissus vivants, dissolvant les liens qui maintenaient leur intelligence collective unie. Les résultats furent immédiats et terrifiants. À travers la zone de bataille, les créatures de l'essaim du vide cessèrent soudainement leurs attaques coordonnées et commencèrent à se déplacer aléatoirement. Leurs biovaisseaux perdirent leur formation et commencèrent à dériver sans but dans l'espace. Les immenses structures défensives autour de leur monde natal se turent, alors que les mines qui les contrôlaient cessaient simplement de fonctionner. Par le système de communication du vaisseau, Stalar entendait des rapports d'autres vaisseaux de la coalition décrivant le même phénomène. L'ennemi ne mourait pas. Ils étaient réduits au niveau mental d'animaux simples, incapables de parler, de planifier ou même d'utiliser des outils basiques. Déploiement du protocole d'extinction réussi, rapporta le colonel Williams. Dissolution de la conscience collective à 97% et en augmentation. Temps estimé pour l'effondrement cognitif complet, 47 minutes. Alors que la bataille se poursuivait autour d'eux, les forces de la coalition se retrouvaient à combattre un ennemi qui ne pouvait plus se défendre efficacement. Les créatures individuelles de l'essaim du vide conservaient leurs armes biologiques et leurs défenses naturelles, mais elles ne pouvaient plus coordonner leurs attaques ou s'adapter aux situations tactiques changeantes. Ce n'était plus de la guerre, c'était de l'extermination. L'amiral Morrison se tenait au centre du pont, observant ses spécialistes en guerre psychologique achever la destruction de la capacité de pensée d'une espèce entière. Son expression était calme, professionnelle, presque ennuyée. Ce n'était qu'une autre mission réussie pour lui et son équipe. « Monsieur », vint un rapport de l'officier des communications, « les Gorvani demandent la permission d'aborder le monde natal ennemi pour les opérations de nettoyage finales. »« Accordé », répondit Morrison sans hésitation. « Mais rappelez au capitaine Gort que nous avons besoin de quelques spécimens vivants pour étude. Le docteur Foster souhaite examiner les effets à long terme du protocole d'extinction. » Alors que les forces de la coalition se préparaient à atterrir sur le monde natal de l'essaim du vide, Stolar se retrouva à penser à tout ce qu'il avait vu pendant la guerre. Les humains étaient arrivés en tant que créatures apparemment faibles, sans armes naturelles ni défense. Ils avaient semblé être l'espèce la moins dangereuse de la coalition, mais ils avaient mis fin à la guerre en détruisant la capacité de pensée de l'ennemi, non pas par une puissance de feu supérieure ou de meilleure tactique, mais en comprenant comment la conscience fonctionnait, puis en la démantelant systématiquement. Ils avaient transformé la guerre en une science, et leur science s'était avérée plus dévastatrice que n'importe quelle arme jamais créée. « Zetalar », appela l'amiral Morrison, interrompant ses pensées. « Vous avez observé nos opérations tout au long de cette campagne. Quelle est votre évaluation de l'efficacité militaire humaine ?» Stalar regarda l'amiral, puis les affichages de guerre psychologique montrant l'effondrement cognitif complet de la conscience collective de l'essaim du vide. Quand il parla, sa voix était calme, mais ferme. « Votre peuple n'est pas constitué de guerriers au sens où les autres espèces l'entendraient, dit-il.